J'ai un copain qui m'avait dit, mais quand tu seras une vieille directrice générale, tu vois, tes jeunes adjoints, ils diront que tes jupes sont beaucoup trop courtes pour cacher tes couilles. Et je l'avais regardé et je m'avais dit, mais en fait, c'est un peu honteux. T'es en train de m'expliquer que parce que j'ai du caractère, forcément, je suis comme un garçon. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Fanny, bienvenue et merci d'être là pour partager votre expérience. Alors, rapidement sur votre parcours, vous êtes dans des fonctions de direction depuis 2007, dans le secteur hospitalier et médical, majoritairement ressources humaines, et vous êtes d'ailleurs aujourd'hui DRH à la Fondation œuvre de la Croissance Humaine. Alors, j'ai dit merci d'être là pour partager parce que nous ne nous connaissions pas. Et j'ai eu de la chance, une personne vous a envoyé le pitch de mon podcast parce qu'il a directement pensé à vous à sa lecture et il a bien fait. En quelques minutes, nous nous sommes mis à parler de sorcières, de la découverte du féminisme avec la maternité, de la violence des rumeurs ou encore de la difficulté à être soi. On aurait d'ailleurs pu continuer, mais on a décidé d'en garder un peu pour l'épisode et c'est donc de tout cela dont nous allons parler. Alors pour moi, c'est un vrai plaisir de vous recevoir et j'aimerais pour commencer que vous nous partagiez ce qui vous a donné envie de participer. Quand j'ai lu votre pitch, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est effectivement le concept de la sorcière. J'ai lu un livre qui s'appelle Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante il y a 2 ans, et c'est un livre qui m'a énormément marqué parce qu'il parle beaucoup. Je vais vous donner une citation qui m'a beaucoup plu. Elle définit le complexe de la sorcière comme ce qui va du léger soupçon au sentiment d'illégitimité. Elle écrit, c'est adorable une femme qui doute, ce permanent soupçon de soi, une prise de conscience très tardive, donc pour moi en fait, de ce que ça représente d'être une femme, de ce que ça représente en termes de contraintes, en termes de représentation dans la société. Et c'est vrai que j'ai eu envie de partager ça parce que j'ai très longtemps pensé que ça n'existait pas, que les femmes n'avaient pas une position différente dans la société que les hommes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué ? À quel moment vous vous êtes dit, nous avons une position différente dans la société ? Alors, j'ai commencé à y penser au moment de mon congé maternité parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un mari qui est là, qui partage avec vous le fait de s'occuper d'un enfant sans rechigner, sans compter, les gens commencent à vous dire « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance !» Et c'est assez étonnant, c'est pas une chance en fait, c'est juste normal. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et moi je suis rentrée sur le côté, c'est vrai que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société par ce biais-là, parce qu'on m'a dit mais t'as de la chance, alors que je considérais que c'était une normalité en fait. Il y avait rien de particulièrement exceptionnel. Dans quel cadre on vous a dit ça ? En plus, c'est très étonnant parce que c'est des amis, c'est des gens que vous êtes habitués à côtoyer, c'est des gens qui ont le même niveau social que vous, c'est des gens qui travaillent, ça peut être des femmes comme des hommes. Et quand vous dites, moi j'ai de la chance, c'est vrai que peut-être moi aussi je l'ai dit, j'ai de la chance en fait. Mais ce que j'ai dit, c'est Thierry rentre à 18h tous les soirs. Et c'est vrai que c'est ce qu'il a fait pendant mon congé maternité, parce que je devenais folle en congé maternité. Je pouvais pas être toute seule toute la journée avec un petit dans un pavillon de banlieue. C'était très compliqué. C'était vraiment compliqué pour moi. Donc voilà. Et c'est à cette occasion-là qu'on me l'a dit. Ça vous a affecté dans le cadre du travail aussi, ce rapport-là ? Alors, ça m'a pas du tout affectée dans le cadre du travail, mais c'est le moment où je me suis posé beaucoup de questions sur mon identité, parce que je me suis rendu compte que le fait de pas travailler, ça me donnait l'impression d'être une sorte de coquille vide, et que ne pas travailler, c'était perdre une partie de mon identité. Donc, sur mon projet congé maternité, je suis rentrée travailler au bout de 2 mois. J'ai mis mon fils très tôt à la crèche, et j'ai repris mes fonctions. Et c'est vrai que j'ai pris des fonctions de direction très jeune. Enfin, c'est le premier poste. Enfin, mon premier poste c'était une fonction de direction. Et c'est vrai que quand on est en fonction de direction, qu'on passe en congé maternité, on a l'impression de plus avoir aucune prise sur sa vie. En fait, c'est très étonnant. On se dit, je suis en train de tout perdre. Et mon temps aussi. Et ça, je sais pas pour le coup si c'est lié à une forme de construction de son identité qui repose sur le travail ou si c'est lié au fait d'être une femme. Je sais pas.
Quand vous dites la sensation de tout perdre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est l'idée que quelqu'un va faire votre travail à votre place, que quand vous reviendrez, vous n'aurez plus de place, et que ça va être compliqué, du coup, de reconquérir, en fait, cet espace et cette zone d'influence que vous aviez acquise en travaillant dur. Comment ça s'est passé votre retour, du coup, de congé mat, après ces 2 mois? C'était compliqué parce que, mine de rien, la maternité, ça change un peu l'organisation logistique, l'organisation des horaires. Et même si, pour moi, ça n'a pas changé tant que ça, on est quand même moins disponible, en fait, dans sa tête. On a beaucoup moins de bandes passantes. Un peu moins, en tout cas. Et les gens, en tout cas, le directeur général que j'avais à cette époque, il l'avait pas intégré. Donc, il me demandait exactement les mêmes choses qu'avant mon congé maternité. Donc après, c'est vrai que j'ai dû me recaler aussi par rapport à ça. Vous pensez que c'est différent pour une femme ou pour un homme? Parce que finalement, un homme, il devient papa aussi, en vrai. Alors écoutez, j'en sais rien. J'ai été très frappée parce que j'ai rencontré une femme qui occupait aussi des fonctions de direction, que tout le monde appelait la mère au foyer, parce qu'elle avait décidé que les réunions qui finissaient après 19h, elle restait pas, parce qu'elle voulait voir ses enfants et qu'elle trouvait pas ça utile. Et en fait, j'ai trouvé ça très frappant, alors que cette femme, c'est quelqu'un qui bosse bien, qui assure ses fonctions avec beaucoup de brio. On l'appelle la mère au foyer ou la mémère. C'est assez frappant. Et c'était il y a 10 ans, dans une très très grosse structure, qui est majoritairement féminine en plus. Et elle l'a su, elle, ça, ou pas? Ah oui, donc elle finissait par le revendiquer, par le porter avec beaucoup de panache, mais c'est la seule façon de s'en sortir en même temps. C'est-à-dire la seule façon de s'en sortir? Parce qu'en fait, il y a plusieurs façons, je pense, de faire les choses quand vous devez faire face à un colibère ou une moquerie de ce genre. Soit on répond sur le fond et très factuellement, mais auquel cas les gens en général réagissent pas très bien, et ensuite vous collent une étiquette moralisateur, féministe, tout ce qui peut sembler un peu affamant mais pas trop. Soit on le prend avec humour et les gens finissent par s'enlacer et ça finit par passer en fait. Ou soit on l'assume en disant oui c'est vrai, on peut considérer que je suis ça et alors. Et vous choisissez quoi là-dedans? Moi, je pense que j'aurais choisi je suis comme ça, et alors? Et justement dans votre fonction de directrice, et comment vous l'assumez, ce je suis comme ça, et alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais parce que ça fait... je suis directrice maintenant depuis 14 ans, donc j'ai un peu d'expérience et j'ai un peu plus de bouteilles aujourd'hui. Donc, comme je connais mon métier, c'est plus facile pour moi d'arriver et d'être moi, de pouvoir dire les choses librement, de pouvoir rire si j'ai envie de rire, parce que j'ai un rire assez communicatif et assez bruyant. Donc c'est vrai que ça peut être, ça peut être compliqué parfois. Mais aujourd'hui, parce que j'ai une expertise, parce que je sais très rapidement où est ma plus-value et comment faire en sorte que les gens sachent à quoi je sers. Aujourd'hui, j'ai plus tellement de sujets en fait à être moi. On en a parlé un peu en préparant cet épisode, le sujet d'être soi. Comment vous êtes arrivé finalement à être soi? Par quelles différentes étapes vous êtes passé pour être vous-même pleinement? Alors, il y en a eu beaucoup. Je trouve que déjà, j'ai beaucoup travaillé. Je trouve que pour gagner le droit d'être soi, de travailler à son rythme, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir dire les choses et les organiser comme on a envie de les organiser, il faut travailler beaucoup et il faut être reconnu. Et cette reconnaissance, elle est hyper importante et elle vous permet ensuite d'avoir plus de liberté. Mais cette liberté, vous la gagnez aussi en étant plus malléable que les autres, plus corvéable à merci que les autres, et en acceptant de faire, finalement, il y a un dossier dont personne ne veut, vous le prenez en vous disant, bon, voilà, quelque part, ça me donnera ensuite un peu plus de légitimité, plus de liberté et plus de facilité pour être moi. C'est comme ça que vous avez fait, du coup? Oui. Ok. Vous avez dit que vous étiez arrivée directement directrice, c'était votre premier poste, c'est ça? Comment est-ce qu'on vit quand on sort juste d'école pour se dire, voilà, je suis directrice? Comment est-ce que vous avez endossé ce rôle? Alors, les premières semaines, pour tout avouer, j'ai rien compris.
Rien du tout. Alors, je faisais les choses avec tout le bon sens que je pouvais avoir, mais je dois avouer que j'étais pas sûre de comprendre en fait où était ma place et ce que je devais faire et ce qui était attendu de moi. Et en plus, dans un hôpital, c'est compliqué parce qu'on arrive, on se dit bon, moi je sais rien faire, je sais pas soigner les gens. C'est compliqué de trouver sa place. Et une fois qu'on trouve le fil rouge, qui est de se dire bon, il faut qu'on arrive à faire tourner bien, à mettre en place toutes les conditions de travail pour que les gens qui soignent puissent le faire correctement et puissent le faire de façon la moins inconfortable possible, parce qu'il faut pas se leurrer, c'est compliqué dans les hôpitaux. Une fois qu'on a trouvé ce fil rouge, c'est bon, et qu'on sait où est sa place, voilà, on construit, on construit petit à petit ce qu'on a envie de faire et les choses se font en fait. Vous, quand vous avez pris ce poste-là au début, c'était compliqué. À quel moment vous avez dit, ok, c'est bon, je maîtrise mon poste, c'est bon, ça fonctionne? Je crois que c'est quand mon chef me l'a dit et qui m'a dit, vous faites bien le job en fait. Bon, il m'a dit quand je suis partie sur mon premier poste, mais ok. Mais il a fini par le dire quand même. Et puis surtout, je crois que c'est au moment où on devient à l'aise dans ses relations avec les autres et où on n'a plus honte de dire ce qu'on pense et on se dit pas que la vie qu'on a sur telle situation ou l'argumentation qu'on a développée pour essayer de faire prendre telle décision ou pour essayer de mettre en place telle action, elle est pas stupide. C'est peut-être à ce moment-là en fait. Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'elle était stupide? Alors, pour le coup, c'est pour ça que je me suis, moi, beaucoup reconnue dans le livre d'Isabelle Sorante, Le complexe de la sorcière, c'est que j'ai toujours énormément douté et j'ai toujours pensé que ce que je pensais était peu pertinent ou de peu pertinent à complètement stupide en passant par sans intérêt, donc ça n'est pas la peine de le dire. Et je dois avouer que c'est un de mes chefs à qui je parlais souvent à l'oreille en réunion en disant non, ça c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça, qui m'a dit mais Madame Martin-Borne, parlez bon sang. Enfin, il a fini par me dire et par écrire sur mon entretien annuel, Fanny pense bien et elle devrait parler parce qu'elle pense bien. Enfin, et ça m'a beaucoup aidé, mais il me l'aurait pas dit. Je pense que je me serais toujours posé la question de savoir, enfin, peut-être que quelqu'un d'autre me l'aurait dit ou je l'aurais appris différemment, mais s'il n'y avait pas eu ce déclencheur de il faut parler, je pense que j'aurais jamais osé prendre la parole. La question de prise de parole pour les femmes, elle est assez essentielle, on le voit aussi parmi les directrices. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que vous n'avez pas parlé, justement? Qu'est-ce qui vous retenait de parler? Alors, c'est vrai que l'hôpital, c'est un monde d'hommes, hein, et en particulier ce qu'on appelle les commissions médicales d'établissement, où en fait on travaille avec les représentants des médecins. Et il y a beaucoup d'hommes, hein, c'est majoritairement des hommes, c'est majoritairement des hommes qui ont entre 45 et plus. Et quand on arrive, on a 28 ans et qu'on se sent une petite chose, c'est compliqué de prendre la parole face à des gens qui sont sur d'eux, bien installés. Et voilà. Et en vous parlant, je me disais que peut-être, en fait, il y a peut-être un problème en fait d'intégration et d'accompagnement dans la prise de poste où on devrait peut-être plus débriefer les gens, leur expliquer des choses, voir comment ils réagissent pour leur apprendre à se positionner. Mais c'est vrai que c'est pas fait. Vous, ça a été qui vos modèles pour apprendre le poste? Je suis pas sûre d'en avoir eu vraiment. Après, il y a plein de femmes que j'admire, y compris autour de moi. Mais j'ai pas forcément eu de modèle en fait. J'ai vu beaucoup de gens que je trouvais assez brillants. J'ai regardé leur façon de se positionner, j'ai regardé leur façon de travailler. J'ai essayé de discuter avec eux, j'ai essayé d'apprendre ce que je pouvais apprendre. Et ça m'a beaucoup aidée en fait. Mais j'ai pas eu de modèle particulier. Ces personnes, vous les avez rencontrées comment? Beaucoup au travail. Beaucoup au travail. Majoritairement des hommes ou des femmes également? Que moi j'ai admiré, majoritairement des hommes. Ok. Et dans les conseils qu'ils vous ont donnés, qu'est-ce qui a été le plus marquant, qui vous a le plus aidé? Je suis pas sûre qu'on se conseille beaucoup entre pairs. Ok. C'est assez étonnant, mais on se donne quand même très peu de conseils. Par contre, ce qui est très aidant, en fait, je trouve, c'est de voir la façon dont les gens réagissent et dont les gens appréhendent et réfléchissent. Moi, ce qui m'a beaucoup appris, c'est de réfléchir à 2 ou à 3.
soit sur des situations compliquées, et sur la façon du coup dont on allait s'en sortir, soit d'écouter les gens m'expliquer comment eux avaient traversé certaines situations, et pour certains, ça a été assez inspirant. Vous, dans ce que vous avez traversé, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Et surtout, qui était pour vous lié au fait que vous étiez une femme? Alors, ce que j'ai traversé de plus marquant, ça a été une crise de gouvernance qui a été assez compliquée dans une structure dans laquelle j'ai travaillé. Lors de cette crise de gouvernance, forcément, il y avait énormément de conflits. Et qui dit conflit dit partie prenante. Et du coup, j'ai été victime de beaucoup de rumeurs sur de coucheries et qui ont principalement, je pense, servi et à me déstabiliser et à déstabiliser la direction générale. Donc ça a pu être compliqué. Vous pouvez nous en dire plus sur cette rumeur, si vous savez ce que c'était, puis comment vous l'avez appris aussi également? Ben, c'est une rumeur qui disait simplement que je couchais avec mon chef, ce qui était faux, enfin ce qui n'était pas vrai en plus. Et moi, ce qui m'embêtait, c'est pas tant... Enfin, je suis toujours embêtée par les rumeurs, mais quand on travaille dans des petites associations où il y a beaucoup de rumeurs de ce genre et où c'est quasi accepté, c'est compliqué culturellement, je trouve, de changer ça, même s'il faut essayer. Donc moi, j'avais veillé en tant que directrice à me tenir éloignée de toutes ces rumeurs, à pas aller en soirée justement pour pas susciter ce genre de rumeurs, à faire attention à boire qu'un seul verre de vin blanc quand j'allais à un apéro, etc. Donc j'ai vraiment fait très attention justement pour que ça m'arrive pas. Et donc ça m'est quand même arrivé et j'ai trouvé ça d'abord très injuste. Et ensuite, c'est une façon de décrédibiliser les gens que je trouve vraiment laide. Et qui, pour le coup, est vraiment liée au fait que je sois une femme. Après, je pense qu'aujourd'hui, on s'en sert aussi pour décrédibiliser un homme. Et c'est grâce à tous les mouvements MeToo, etc., qui font qu'aujourd'hui, un homme qui tombe des nanas, c'est plus un Don Juan. Et il n'y a plus cette image de prestige qui peut s'y rattacher, même si ça s'y rattache encore un peu, mais beaucoup moins. Donc, voilà. Alors attendez, juste pour vous préciser, dernier propos, c'est-à-dire vous dites que pour les hommes, en fait, ce qui les désavantage aujourd'hui, c'est que là où ils étaient Don Juan avant, ils deviennent finalement... Un peu harceleurs. Ok. Et c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose selon vous? Alors je pense que c'est une bonne chose parce que ça force tout le monde à revenir à des relations de travail qui sont classiques. Je dis pas qu'on peut pas tomber amoureux au boulot, je dis juste que... il faut quand même forcer les gens à pas se servir de leur statut ou de leur position dominante pour... Enfin, faut encadrer ça pour être sûr qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir. Qu'est-ce que ça a eu sur vous comme conséquence, cette rumeur? Sur l'exercice de vos fonctions? Alors, sur l'exercice de mes fonctions, pas grand-chose, puisque c'est une association où circule plein de rumeurs. Donc, bon, on en prend, on en laisse... Après, comme ça a circulé en fait au niveau les plus élevés de la gouvernance, j'avoue que moi j'étais pas très à l'aise et surtout j'ai trouvé que j'ai pensé qu'il était temps de partir pour moi. Vous étiez pas très à l'aise, c'est-à-dire dans quel cadre? C'est dans le comité de direction, dans les CA, enfin qu'est-ce qui... Enfin, plus dans le conseil d'administration que dans le comité de direction, puisque le comité de direction était assez soudé, mais je dois avouer que c'était assez compliqué au niveau du conseil d'administration, et ce genre de rumeurs... Et ce qui est compliqué, en fait, c'est que dans ce genre de situation, votre légitimité, elle est remise en cause sur plusieurs plans. Sur un plan professionnel, parce que il y a des responsabilités qui existent de certaines choses, qu'on essaye potentiellement de vous faire porter ou pas, et avec raison ou pas d'ailleurs, mais il y a quand même votre légitimité professionnelle qui, du fait des désaccords, est questionnée. Dont acte, mais quand en plus votre légitimité est questionnée sur... vos compétences, qui sont pas du coup que professionnelles, mais qui sont interrogées sur un autre plan, entre guillemets, celui de la probité par exemple, ou celui de l'éthique ou d'un comportement, voilà, c'est plus compliqué. Je trouve que tout vient se mélanger et c'est ça qui fait que c'est compliqué. Vous avez eu des remarques spécifiquement ou c'est plus un ressenti? Enfin, il n'y a jamais de remarques. Après, il peut y avoir... et puis, le ressenti, il est compliqué à analyser parce qu'il peut parfois reposer sur des regards un peu goguenards qu'on perçoit, mais est-ce qu'on les perçoit ou est-ce qu'ils existent? Bon. Et votre chef, il a réagi comment là-dedans? Il n'a rien dit. Vous en pensez quoi de ça?
Je pense qu'il reste, pour le coup, des managers qui de la vieille école et qui ont encore une vision très masculine du pouvoir et qui du coup ne font pas attention à ce type de problématique parce que c'est pas grave, qui sont encore des managers qui jouent énormément sur la séduction, le charisme, l'aura, et qui du coup ne s'intéressent pas vraiment aux gens, enfin qui s'y intéressent. Je dis pas qu'ils les aiment pas, je dis pas qu'ils sont pas empathiques. Je dis juste que les personnes qui sont très attachées au pouvoir peuvent regarder les gens uniquement comme à travers le prisme de leur intérêt, de leur propre intérêt. Ce qui veut dire que s'ils ont besoin d'être aimés, ils seront aimés. S'ils n'ont pas besoin d'être aimés, ils seront pas aimés. Et c'est pas grave, ils se comporteront pas bien. Si ils ont besoin que telle personne agisse de telle façon, qu'elle soit loyale jusqu'à tel niveau, du coup, la personne agira en conséquence. Voilà, il y a vraiment des managers qui fonctionnent comme ça. Donc il y a des modes de management qui reposent uniquement sur le pouvoir encore. Par rapport à cette rumeur, donc vous, ça vous a plutôt desservi. Est-ce que votre chef, ça a eu un impact ou pas sur lui ? Alors, ça l'a plutôt desservi aussi, dans le sens où, comme il y avait déjà énormément de rumeurs sur des histoires qu'il aurait pu avoir auparavant, ça l'a pas aidé. Pour le coup, je pense que il y avait une volonté de lui nuire à lui aussi. Sauf que mon chef, il vit avec ces rumeurs et il les a lui-même entretenues, je pense, au départ, depuis des années. C'est pas parti de rien. Vous êtes parti. Est-ce que vous avez essayé de défendre la rumeur ou vous êtes juste parti ? Enfin, qu'est-ce que vous avez décidé comme action, en fait, suite à l'enchaînement Alors, suite à l'enchaînement, j'ai géré la crise. J'ai accompagné un peu le retour à la normale des choses et ensuite j'ai changé de poste. Ok, très bien. Et vous en pensez quoi de cette décision aujourd'hui d'avoir changé de poste ? C'était très bien. Ça marche. On parlait au tout début de vos prises de conscience de rapport à la femme dans la société par rapport à vos enfants. Aujourd'hui, dans vos fonctions de directrice, en plus vous êtes DRH, comment est-ce que vous pensez que doivent être accompagnées les femmes vis-à-vis de ça ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore un biais ou pas, en fait, vis-à-vis des femmes et du congé maternité ? Alors, je pense que déjà, une femme, elle doit se sentir à l'aise avec la façon dont elle a envie de s'occuper de ses enfants. Donc une femme qui aura envie d'entrer tôt, elle rentre tôt, et c'est tout. Une femme qui a envie de rester tard, ou en fonction de ses projets, ou parce qu'elle aime rester tard au bureau, je pense qu'elle devrait aussi pouvoir le faire, et qu'en fait, personne n'a de jugement à porter là-dessus, et encore moins les femmes elles-mêmes, sur elles-mêmes. Je sais pas comment le dire, mais il y a tellement de normes sociales qui entourent la façon dont on s'occupe de ses enfants que c'est compliqué d'être à l'aise en fait avec ça. Alors que pour le coup, je pense que c'est vraiment la base et c'est un droit qu'on devrait avoir parce que pour le coup, les hommes se posent pas la question. Est-ce que je rentre tôt? Est-ce que je rentre tard? Est-ce que je vois assez mes enfants? Est-ce que je suis un bon père ou pas un bon père? Est-ce que je vois assez mes enfants ou pas? Voilà. Alors que nous, on se la pose et je trouve que c'est pas normal. On devrait pas se la poser. On devrait se demander en fait ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Après, il reste malgré tout quelque chose d'étonnant quand on est sur un haut niveau de responsabilité, c'est que souvent la plupart des gens la moyenne d'âge d'un codir, même si elle diminue, elle est quand même un peu élevée, avec des gens qui ont déjà des grands-enfants et des enfants qui n'ont pas forcément besoin que leurs parents rentrent tôt, ou qui sont eux-mêmes pas là le soir. Et du coup, ça veut dire que c'est des gens qui restent tard, ou en tout cas qui n'ont pas de contraintes horaires, et qui du coup n'adaptent pas du tout leur façon de travailler aux femmes qui, elles, auraient des enfants en bas âge et qui auraient envie de rentrer les voir. Donc ça, je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué aussi que dans beaucoup d'associations dites féministes, on vous tend qu'un conseil d'administration un vendredi à 19h et vous finissez, il est 22h, il faut aller dîner avec le conseil d'administration, etc., etc. Alors que on parle de personnes défavorisées, on parle de personnes qui ont beaucoup de contraintes, etc. Et on se dit, mais
en vrai, une mère célibataire, elle pourrait jamais faire ce job-là. Donc, et je trouve qu'il y a des organisations de travail qui sont déjà excluantes pour un certain nombre de femmes. Ok. Les femmes non seulement qui veulent finir tôt et les femmes célibataires, enfin les femmes solo, les mamans solo en fait. Ouais. Vous avez l'air particulièrement touchée quand même par ce besoin de dire si on a envie de travailler, on peut travailler. Vous aviez dit notamment que vous étiez retournée 2 mois après parce que vous aviez envie de travailler. Pourquoi ça vous touche tant? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça me touche parce que moi, j'aime beaucoup travailler. Enfin, parfois, j'aime aussi rentrer tôt. En tout cas, j'aime avoir un rythme de travail où je suis relativement autonome sur mes horaires. Hein. Évidemment, il y a des contraintes à respecter, mais j'ai jamais vu l'intérêt de rester tard quand on n'avait plus rien à faire ou de pas rentrer bosser chez soi à 17h quand on pouvait se le permettre. Donc, bon. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a que le regard des gens est pas neutre là-dessus. Alors d'abord parce que ma mère par exemple a un regard qui est pas du tout neutre là-dessus. Où elle dit mais tu les vois quand tes enfants? Non mais c'est pas bien. Non mais peut-être que ils vont pas aller bien du tout. Il y a ça et puis il y a un vrai moi je me rappelle j'avais mis mes enfants j'avais mis mon aîné en garde partagée avec une nounou et c'est vrai que j'étais toujours la dernière et ça fait bizarre et c'est vrai que ni leur père ni moi on n'a jamais aux réunions de parents d'élèves on prend jamais rendez-vous avec les profs. En fait, on regarde si nos enfants vont bien et ça nous suffit. Donc, il y a effectivement plein de choses qu'on fait pas. On fait pas les sorties, je vais jamais à la piscine. Il y a plein de trucs que je fais pas. Et il y a des moments où je dis, bon, peut-être que je suis pas une bonne mère. Bon. Et c'est vrai que mais après, c'est peut-être un regard c'est peut-être un ressenti qui n'a pas lieu d'être, hein. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est un ressenti que moi j'ai pu avoir. Qu'est-ce qui fait selon vous que vous avez ce ressenti? Mais mes amis vivent pas forcément pareil. Moi je sais que je me suis jamais intéressée à la marque de la poussette, à quelle poussette j'allais acheter. Je crois que même la nounou ou la crèche, ça m'intéressait même pas d'y penser. En fait, quand je travaillais à l'hôpital, il y avait des crèches hospitalières. Moi, je mettais mes enfants à la crèche. Quand j'ai plus de crèche hospitalière, j'ai fait différemment. Mais c'est pas. Mes enfants m'intéressent. Savoir s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, ça m'intéresse. Savoir comment je peux faire pour les aider s'ils vont pas bien et qu'ils soient heureux, c'est ok. Réfléchir à de la logistique autour de l'éducation des enfants, ça m'intéresse pas du tout en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent un peu déconnecté, loin de ses amis, parce que mes amis, ça les intéresse, loin de ses parents et loin des autres. Voilà. Après, j'ai une grande amie dont la grande fierté, c'est de dire j'ai 4 enfants et un de mes chefs m'a dit moi, je pensais que t'en avais pas. Mais ça aussi, ça me perturbe. Mais voilà, je sais pas forcément ce qui est bien. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je crois qu'il faudrait juste revenir à un juste milieu où, en fait, un des avantages quand on a un poste de direction, c'est on doit pouvoir être autonome. Il y a beaucoup de contraintes, mais je pense qu'elles doivent pouvoir être compensées par le fait qu'on peut aussi, quand c'est possible, organiser son travail de la façon qui nous convient. Et je pense que cette façon qui nous convient, il faut qu'on ait le courage de se l'approprier et de se dire ça c'est ok parce que de toute façon le job je le fais. Voilà. Et être à l'aise avec ça. Je crois que le plus compliqué c'est pas tant de le faire, même si je pense que le faire c'est la première étape et la dernière étape c'est d'être parfaitement à l'aise avec ça. Pourquoi vous parlez de courage? Vous avez dit c'est le courage de le faire. Pourquoi c'est courageux? Parce que quand on est sur une fonction de direction, partir à 17h, même si on a tout fini, c'est socialement compliqué. Les gens font encore des têtes épouvantables quand vous partez à 17h. Ils vous regardent avec cet air de suspicion, genre mais elle travaille pas en fait. Vous répondez comment à ça en fait? Vous aujourd'hui, comment est-ce que vous assumez ça finalement? Je vais dire au revoir à tout le monde et je m'en vais. Et quelle réaction vous suscitez de la part de vos équipes? Parce qu'il y a ceux qui sont suspicieux. Est-ce que vous avez d'autres réactions de celle-là?
en général, quand vous connaissez vos équipes et qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, que quand ils vous posent une question, vous êtes un peu réactif et que vous répondez, il y a plus de soucis en fait, parce que ce qui leur importe, c'est pas tant les apparences que vous remplissiez parfaitement vos fonctions, enfin parfaitement, le mieux possible. Et est-ce que ça vous fait défaut au sein du comité de direction d'assumer ça? Non. Ok. Vous avez dit tout à l'heure, moi ce qui m'intéresse, c'est que mes enfants aillent bien. C'est quelque chose qui est important pour vous. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous ramenez le sujet alors dans le cadre de parler de direction de professionnels? Parce que pour le coup, quand on a des enfants, c'est compliqué déjà quand ils vont pas bien, parce que je suis pas sûre que ça vous permette d'avoir assez de bande passante même la journée pour bosser correctement. Et ensuite, c'est vrai qu'on se demande, enfin moi je me demande toujours où placer le curseur et comment savoir qu'ils ont besoin de moi alors que je suis pas là. Et comment je gère l'autonomie que je leur ai inculquée, parce qu'ils sont très autonomes, avec le fait d'être là quand ils ont besoin de moi. Et c'est vrai que voilà, il y a toujours cette part des choses qu'il faut essayer de faire et ce suivi qu'il faut avoir. Et je pense que ça impacte de facto la façon dont vous vous organisez au travail. Et le père de vos enfants, il en pense quoi de tout ça? Il pense que ça va. Mais je veux dire, est-ce qu'il se pose les mêmes questions? Est-ce que c'est des échanges que vous avez? Alors lui, il est plus droit dans ses bottes, donc il est plus, il se pose moins de questions sur sa légitimité, il fait les choses et elles sont faites, il sait qui il est et il avance en fait, voilà, à son rythme. Vous pensez que c'est une différence, ça, ou c'est juste propre à vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie différence des hommes et des femmes vis-à-vis des enfants et du travail, particulièrement, ou en tout cas, dans votre cas, comment vous le voyez? Je sais pas si c'est lié... Enfin, dans mon cas, je sais pas si c'est lié à une différence homme-femme. Après, je sais que je suis assez étonnée, parce que la plupart de mes amies, elles ont mon âge, elles ont 41 ans, et on est plutôt jeunes, on est plutôt censé être dans une génération où les types, ils font le ménage, ils s'occupent des enfants, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je suis toujours assez étonnée d'entendre... des observations sur vraiment des plaintes sur leur charge mentale, le fait qu'il y ait des tâches ménagères qui leur reviennent d'office, l'inégalité du partage des tâches ménagères, etc. Et c'est vraiment très très surprenant en fait. Qu'est-ce qui vous surprend? Je sais pas, j'aurais pensé que à nos âges ça n'arriverait plus en fait. D'avoir des remarques là-dessus, l'égalité, qu'est-ce qui n'arriverait plus exactement? Que les types qui savent rien faire et qui laissent leur nana assumer une charge mentale importante, ça n'existerait plus, ou ce serait très minoritaire en fait. Et vous pensez que c'est encore très majoritaire? Oui. Ok. Et ça a quelles conséquences pour le travail, ça? Pour les femmes qui sont à des postes de direction ou avec des fonctions avec... un exercice de pouvoir important, ça a quelles conséquences pour vous, ça? Alors, je pense que ça suppose de s'organiser, mais du coup, ça suppose effectivement de gagner de l'argent. C'est compliqué, moi, je trouve, en termes de pouvoir, c'est que quand on veut beaucoup bosser et qu'on est sur un poste de direction important, il faut avoir les moyens d'organiser une logistique que vous ne gérez pas, en fait. Donc, que ce soit la garde des enfants, que ce soit le ménage, les courses, etc. Et tout ça, ça coûte cher. Donc, si vous avez un poste de direction dans une organisation humanitaire où c'est un bon salaire, je suis pas en train de dire les choses, mais c'est moins que sur le marché quand on occupe un poste de direction, les choses sont compliquées et elles vous obligent à jongler beaucoup. Et effectivement, c'est une vraie charge mentale. Quand vous récupérez un poste où vous avez des niveaux de salaire qui sont beaucoup plus élevés et où la logistique, c'est plus du tout un souci, mine de rien, c'est pas du tout la même façon d'exercer son métier et ses fonctions. C'est une charge mentale et financière, du coup. Ok. Et du coup, on parle beaucoup ces derniers temps d'inégalité salariale. Bon, après, c'est parce que c'était le 8 mars, il n'y a pas très longtemps. Inégalité salariale. Pour vous, du coup, est-ce que ça a un impact sur l'évolution des femmes, ça, au vu de ce que vous venez de dire? Alors, j'ai pas l'impression... Moi, je viens de milieu où, pour le coup, il n'y a pas tellement d'inégalité salariale, puisque la majorité
des personnes qui travaillent sont plutôt des femmes et où il y a des barèmes et des classifications d'emploi qui font que normalement il n'y a pas trop d'écart. Là où je pense peut-être que les choses se font, c'est là où on peut vraiment négocier sa rémunération. Moi, je sais que je suis un mal fou à négocier une rémunération alors que je suis DRH. Et que mes amis femmes ont un mal fou à gérer leur rémunération, alors que j'ai pu constater qu'un certain nombre d'hommes, ils avaient aucun problème à gérer leur rémunération et à la négocier. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça selon vous ? Je pense que c'est des années et des années et des années d'histoire, et de relations homme-femme en fait. C'est-à-dire ? Où il est évident qu'un homme est fait pour être un patron, un grand manager, et une femme, c'est peut-être un peu moins évident. Et d'où la plus grande complexité à se sentir légitime et donc à négocier son salaire. Enfin, je pense que tout est une question de légitimité et ce fameux sentiment de l'imposteur dont on parle, mais qui pour le coup est pas propre à la femme, mais qui peut être plus facilement présent chez la femme. Qu'est-ce que vous conseilleriez du coup aux femmes qui doivent négocier leur salaire ? Vous savez pas ? Je sais toujours pas. Vous savez toujours pas. Ok. Le sentiment de légitimité, le fameux, on en a parlé au tout début, vous aviez dit il faut travailler beaucoup pour arriver là, et à un moment, quand on a fait beaucoup de travail, finalement la légitimité elle vient, et vous avez aussi dit que c'était votre patron en fait, qui un jour vous avez dit que vous faisiez du bon boulot, et vous vous êtes dit bon ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez encore, ce sentiment d'illégitimité ? Non, je crois pas. À quel moment il a vraiment disparu, selon vous ? J'ai rencontré une chasseuse de tête qui m'a un peu accompagnée dans ma carrière. Et c'est vrai que elle m'a dit une fois, tu sais, Fanny, il y a pas beaucoup de... c'est compliqué de trouver des gens qui font bien le job en RH, donc je suis contente de t'avoir. Enfin, je suis contente de bosser avec toi parce que c'est vrai que c'est pas simple. Il y a vraiment des RH et des RH. Et là, je me suis dit, bon, elle a jamais travaillé avec moi, donc la seule relation qu'on peut avoir, elle est potentiellement business, même si ensuite, on est devenus amis. Et je me suis dit, bon... peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que je considère que il y a des choses que je fais bien et que je sais faire. Et après, je crois qu'une fois qu'on se dit que globalement on fait plutôt bien les choses, même s'il y a des choses qu'on fait pas très bien ou il y a des choses qu'on rate, une fois qu'on rentre dans ce process, il suffit de se laisser porter, les choses se construisent avec malgré tout des rechutes. Il y a forcément un moment où on est fatigué, où les choses marchent pas comme on veut, et où ce sentiment d'illégitimité, il revient très fortement, mais faut se dire que c'est qu'un moment. Et voilà. Mais par contre, faut vraiment arriver à mettre le doigt dans le cercle vertueux du je fais bien mon métier, je suis légitime, et en ça, je pense que les managers ont un vrai rôle à jouer. Quel rôle selon vous ? Le rôle de rassurer, de faire des feedbacks qui soient positifs si c'est le cas, qui soient constructifs si l'attendu est différent, mais en tout cas d'accompagner. Et c'est venu en plus de l'extérieur à votre entreprise finalement. C'est venu d'une chasseuse de tête. Au sein de l'entreprise, vous n'aviez jamais eu de retour, à part avec la personne qui... Ah, si. J'ai eu des très bons retours. La chasseuse de tête, en fait, elle l'a confirmé. Ce qui vous met vraiment dans la boucle et dans le cercle vertueux, c'est la bienveillance des gens avec qui vous travaillez. Je me rappelle, moi, j'avais une DG qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Elle m'a dit, Fanny, t'as pas du tout le style d'une directrice d'hôpital et je sais pas du tout si je t'aurais recrutée, mais aujourd'hui, je suis très contente de travailler avec toi. Et c'est cette bienveillance-là de gens qui vous sont très différents et qui du coup vous font penser que malgré vos différences, vous vous retrouvez sur un terrain commun qui est celui du boulot et celui des compétences et de votre façon de travailler. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est intéressant de vous parler de se retrouver sur un terrain commun du boulot. Quand on avait discuté aussi avant cet entretien, on avait parlé alors pas de la sororité, mais du rapport des femmes entre elles. Là, vous m'avez donné deux femmes qui vous ont complimenté sur lesquelles vous êtes retrouvées en rapport boulot. Qu'est-ce que vous pensez des relations entre les femmes en entreprise ?
Alors, souvent, je pense d'abord qu'il n'y a pas plus misogyne qu'une femme. Ok. Ce qui est parfois un peu vrai, qui est parfois un peu dur. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que les femmes se méfient énormément entre elles. C'est comme si, en fait, il y avait un espèce de présupposé qui faisait que le rival direct, ça peut pas être un homme, parce que bon, l'homme, il est posé, il est là, mais que il existe malgré tout une forme de rivalité entre les femmes pour être la bonne élève, la meilleure élève, qui fera bien, qui sera la chouchoute, etc. Et je peux avoir l'impression qu'il peut y avoir ces guerres, et quelque part, je me dis que ça passe sans doute avec l'âge et l'acquisition d'une forme de légitimité. Mais moi, j'ai pu me sentir en danger, jamais mise en danger par des hommes dans ma sphère d'influence, mais par des femmes, oui. Ce qui est très étonnant, et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça devait partir du présupposé qu'on jouait pas dans la même cour que les hommes, et c'est pas vrai en plus. C'est-à-dire que vous jouez pas dans la même cour que les hommes? Qu'ils sont pas menaçants, parce qu'en fait, ils sont à un stade ils sont ailleurs. Ce qui est bizarre. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, du rapport entre les femmes, pour la suite? Alors, après, pour la suite, je pense que c'est important déjà d'apprendre à connaître les gens avec qui vous travaillez, et je pense que c'est important, en fait, d'avoir une forme de solidarité féminine, pas pour la solidarité féminine, mais parce que c'est ça qui fera aussi évoluer la culture qu'il peut y avoir au travail, sur la vision qu'on peut avoir des femmes, sur les normes sociales qu'on peut s'imposer pour rien, sur les normes sociales qu'il faut faire changer, et sur les regards qu'il faut rendre aussi plus souples et plus bienveillants sur les organisations de travail. Et je pense que les hommes ont techniquement aucun intérêt à les faire changer, puisque si on regarde les statistiques aujourd'hui, la plupart des femmes assurent soit la logistique elle-même, soit l'organisation des travaux ménagers, etc. Donc ils ont aucun intérêt à ce que ça change. Enfin, il faut bien qu'on se le dise, alors que nous, on a tout intérêt à ce que ça change. Et vous pensez que ça va passer par la relation entre les femmes, du coup? Et je pense que les relations entre les femmes, elles peuvent permettre de changer ça, parce que à force, on peut faire changer les mœurs et les cultures, mais ça prendra encore beaucoup de temps, malheureusement. Qu'est-ce qui fera que les mœurs et les cultures changeront, selon vous? C'est aussi la façon dont on élève nos enfants qui fera que ça changera. Et il n'y a pas tellement d'autres solutions, en fait, que d'éduquer nos enfants différemment et essayer de pas leur véhiculer des normes sociales tellement intégrées que on les leur transmet sans même s'en rendre compte, parce que ça arrive souvent. Vous faites quoi, du coup? Vous avez 2 enfants, hein, c'est ça? Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour arriver à changer les mœurs, finalement, au travers de leur éducation? Alors déjà, je les ai rendus super autonomes, et ils font beaucoup de tâches ménagères, parce que c'est 2 garçons. Et je considère que... alors c'est pas juste pour eux, mais je considère qu'ils doivent qu'ils doivent pas être des boulets plus tard. Et du coup, effectivement, ils font beaucoup de tâches ménagères. Donc voilà... C'est effectivement une forme de compensation. Ensuite, j'essaye de jamais dire qu'il y a des choses de filles et des choses de garçons, parce que déjà, ça évite aussi. Et puis, j'essaye aussi, parce que je trouve que à ces difficultés, en fait, hommes-femmes, s'ajoute en plus un vrai écrasement de l'échelle sociale. Il faut avoir des fonctions de direction, c'est plus noble de faire ci, c'est plus noble de faire ça, etc. Et je trouve que c'est pas forcément la bonne porte d'entrée dans le monde. Moi, j'aime bien être à des fonctions de direction, parce que j'aime bien travailler avec beaucoup de gens, j'aime bien manager, j'aime bien piloter des projets, et j'aime bien réfléchir avec les gens. Et c'est vrai que ça me permet de faire tout ça. Mais c'est pas une fin en soi. Et moi, je trouve ça important aussi de leur expliquer que non seulement il n'y a pas de sous-métier, mais qu'en plus, il faudrait peut-être plus réfléchir maintenant, surtout dans le monde qu'est le nôtre, à ce que j'ai envie de faire, plutôt que... parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire, plutôt que... comment je fais pour être sûre de continuer à faire croître la lignée sociale de ma famille, quoi.
C'est intéressant ce que vous dites par rapport au métier de direction. Vous dites que vous aimez justement pour manager avec les gens, etc. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans ce métier, en fait, de directrice? Alors moi j'aime bien parce que déjà on a une vision globale de toute la structure dans laquelle on bosse. Donc déjà on comprend où va la boîte, c'est quoi sa stratégie, quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et quand on comprend, c'est beaucoup plus facile de faire. Donc déjà, rien que pour ce niveau d'information, moi je trouve ça intéressant d'être à des fonctions de direction. Ensuite, je trouve ça intéressant parce que du fait de cette vision-là, on fait des liens entre des équipes, hein, des métiers, ce qu'on peut pas faire quand on n'est pas en fonction de direction, parce que on a trop de quotidien en fait à gérer et puis on est expert sur un sujet, donc on n'arrive pas à détacher du temps pour faire ça. Et j'aime bien cette idée de coordonner différentes fonctions, différents métiers et faire en sorte que tout fonctionne. Qu'est-ce qui fait que vous êtes compétente pour ce poste, selon vous? Déjà, j'écoute, enfin, je crois que je comprends assez bien en général les enjeux, ce qui est nécessaire de faire. Et puis, j'essaye tout le temps de trouver des solutions. Donc, voilà, ça, je pense que ça aide. Pour vous, c'est ça les compétences qu'il faut pour être en direction, en tout cas. Alors, je pense qu'il faut comprendre les enjeux stratégiques. Il faut avoir une idée assez claire et il faut avoir l'esprit pragmatique, hein, parce que bon, il faut savoir ce qu'il faut faire à un moment donné. Et oui, il faut vraiment trouver des solutions. Et surtout, il faut aussi être capable, tout en trouvant des solutions, d'avoir une vision de moyen terme sur l'organisation qu'on veut avoir et comment est-ce qu'on amène, comment est-ce qu'on le fait avec les gens et l'équipe qu'on a. Du coup, c'est quoi le pouvoir en tant que directrice selon vous? Alors, moi, je le définirais de la façon qui me plaît le plus, c'est quand on a une idée, on peut la mettre en œuvre. Ok, et c'est quoi la mise en œuvre? Comment vous voyez la mise en œuvre, vous, en tant que directrice? Moi, quand j'ai une idée en RH, où je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Enfin, j'ai envie d'avoir une politique de mobilité, j'ai envie que les gens puissent changer facilement de poste, etc. Moi, j'ai réuni l'équipe et je dis, voilà, je pense que un des axes de travail cette année, ça va être ça. Et j'organise la réflexion autour de ça, les modalités de mise en œuvre. Ensuite, je concerte avec les directions opérationnelles. Voilà, et j'aime bien faire tout ce travail de réflexion au sein de son équipe, de coordination avec les autres et de mise en place. Et c'est vrai que si on n'a pas un pouvoir, hein, quelque part, de direction, on peut avoir autant d'idées qu'on veut, en fait. Très bien. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez en entrant dans le monde du travail, qu'est-ce que vous diriez? Je lui dirais de moins douter et je lui dirais de se faire plus confiance. Et vous lui donneriez quoi comme conseil pour savoir comment se faire plus confiance? Peut-être déjà d'aller chercher du feedback, parce qu'on pense pas à aller chercher du feedback auprès des gens, que ce soit auprès des gens de ses plus proches collaborateurs ou auprès de son N+1. On pense pas à se dire nous-mêmes, tiens, et si je calais moi un point au bout d'un mois ou 2 mois pour savoir comment ça se passe, si j'étais bien aux attendus sur tel et tel dossier. Et c'est vrai qu'on va pas le chercher parce qu'en fait on a peur. Et on se dit que c'est pas adapté, alors qu'en fait, à un moment donné, moi je me dis, c'est vraiment la théorie de la patate, quoi. C'est à un moment donné, j'ai une question qui me pèse, il n'y a pas de raison que je sois toute seule pour la résoudre. Donc en fait, j'ai une question, je la pose et hop, j'ai transféré la patate. Et donc le poids du fardeau. Vous l'avez fait ça plusieurs fois? Alors maintenant je le fais, mais je le faisais pas avant. Et ça se passe comment quand vous le faites? En fait, ça se passe bien. Ok. Est-ce que vous choisissez les personnes à qui vous demandez du feedback ou avec qui vous faites ça? Faut choisir des personnes en qui on a confiance et qui sont honnêtes. Et après, il faut aussi avoir la capacité de se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas été au rendez-vous à tel moment que on ne sera jamais. En fait, il faut accepter de pas être parfait. Ça aussi, je pense que c'est bien. Et de pas à chaque fois être à moitié mort de honte parce que on n'a pas fait quelque chose parfaitement. Mais n'est-ce pas le rôle d'un directeur ou d'une directrice d'être parfait, de faire les choses parfaitement? J'aimerais bien, mais bon.
Non, mais blague à part, en termes d'image, le fait de savoir, parce que vous avez dit, j'ai une idée et j'aime qu'elle aille au bout. Et du coup, il faut croire en son idée. Et le fait, justement, en tout cas, on n'attend pas des directeurs et des directrices qui sachent absolument, qui sachent quoi faire, qui aient finalement la solution à tout, ou qui ne se trompent pas, finalement. Je crois pas, parce que moi, quand je dis à mon équipe, bon, voilà, on a ce problème-là, je sais pas exactement comment on va s'y prendre, donc on va chercher ensemble, et donc, évidemment, j'y réfléchis, je pose des jalons, etc., mais j'ai pas forcément complètement tracé les choses. Et en général, ça se passe bien. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de sujet. Et je leur dis, si un jour j'ai une idée et que vous la trouvez débile, alors dites-le. Enfin, gentiment, mais dites-le. Et j'ai déjà des équipes qui m'ont dit, faudrait plutôt faire ça. Enfin, et c'est pas grave, en fait. C'est ok. Et vous les avez écoutées, les idées que les personnes vous ont données, du coup? Faudrait plutôt faire ci, faudrait plutôt faire ça. Oui. Et quand j'ai pas une bonne idée, et qu'on me dit non, c'est pas une bonne idée parce que, et que ça se tient, bon, c'est pas une bonne idée, on la fait pas, c'est pas grave. Très bien. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations à venir de directrices? J'aimerais qu'elles trouvent leur place, en fait. Et qu'elles trouvent leur place sans que ça leur demande trop d'efforts. Je sais pas comment le dire. Ça demande des efforts d'être sur un poste de direction, mais je trouve que ça demande beaucoup d'efforts et d'être sur un poste de direction, d'être mère, de savoir quelle femme on veut être aussi, de pouvoir se dire qu'on va pas maquiller au boulot et que c'est pas la fin du monde. De pas se sentir obligé d'être au pays de Candy, enfin, et c'est vraiment moi c'est ça que je souhaiterais aux femmes et aux femmes de direction, c'est de pouvoir être elles-mêmes, enfin, et de pouvoir vivre d'une façon qui soit un peu reposante et pas tout le temps avec une charge mentale, que ce soit sur nos enfants, sur la façon dont on est habillé, sur l'image qu'on doit donner de nous, voilà, c'est ce répit en fait, c'est ça que je voudrais. Qu'est-ce que vous entendez par le pays de Candy? Ah, parce que quand Candy, dans le générique de Candy, on dit toujours câline et coquine et toujours jolie. Donc, et c'est vrai que c'est ça qu'on attend souvent d'une femme. Et moi, je me rappelle, j'ai un côté assez cash et et parfois je peux être un peu brutale. Enfin, pas brutale, mais en tout cas un peu dure. Et je me rappelle, j'ai un copain qui m'avait dit, mais quand tu seras une vieille directrice générale, tu vois, tes jeunes adjoints, ils diront que tes jupes sont beaucoup trop courtes pour cacher tes couilles. Et je l'avais regardé et je m'avais dit, mais en fait, c'est un peu honteux, t'es en train de m'expliquer que parce que j'ai du caractère, forcément, je suis comme un garçon. En fait, c'est pas possible. Mais voilà. C'était un compliment ou pas? Oui, dans sa tête, c'était un énorme compliment en plus. Comme quoi, il faudrait avoir des couilles, finalement, pour être directrice, en fait. C'est ça l'idée. Ok. Et il avait répondu quoi à votre réflexion? Il avait dit, j'y avais pas pensé. Mais... Peut-être qu'il l'a plus jamais fait, du coup. J'espère. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations de directeurs à venir? Peut-être qu'ils se posent plus de questions, pour le coup. Que les hommes se posent plus de questions sur eux-mêmes, mais j'ai l'impression que ça vient en fait. Déjà c'est plus simple, je pense, la paternité pour un homme aujourd'hui. Je pense que c'est plus facile de s'investir. Je pense que y a quand même un certain nombre de boîtes où avant c'était très mal vu de prendre son congé paternité, où maintenant c'est très mal vu de pas le prendre. Donc je pense que les choses changent et ce que je souhaiterais aux prochaines générations de directeurs, c'est qu'ils continuent à faire changer les choses, eux en tant qu'hommes, parce que ça leur est plus facile. Et je reconnais qu'il faut un certain courage à se dire qu'on fait changer une société où on était naturellement dominant. Voilà, c'est ça que je pourrais souhaiter. Merci. Et du coup, j'ai une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises pour arriver à l'égalité ? Alors déjà, je pense qu'il faudra arrêter de voir le congé maternité comme une contrainte, même si de facto ça l'est. De facto, ça nécessite d'être mieux organisé, etc. Mais bon, ça, je pense qu'il faudrait que ça arrête d'être un sujet pour les femmes, parce que les femmes restent encore, pour la plupart, terrorisées à l'idée d'aller dire à leur chef qu'elles sont enceintes. Et ça, c'est un sujet, moi je trouve. Donc ça, il faudrait que
ça puisse changer. Il faudrait qu'elles se sentent pas obligées de retourner au boulot en ayant peur de perdre leur place, mais qu'elles puissent rester chez elles un peu plus ou prendre tout leur congé mat si elles le sentent. Et si elles le sentent pas, qu'elles puissent rentrer. Mais ça va dans les deux sens, parce que moi, quand j'étais rentrée avant la fin de mon congé maternité, on m'avait regardé d'un air scandalisé, tout pareil. Donc en fait, il faudrait juste qu'on leur foute la paix, je dirais, et qu'on arrête d'avoir des jugements permanents là-dessus, parce que ça, c'est quand même un vrai sujet. Je pense aussi, mais ça c'est de façon générale, que ce qui aiderait, c'est vraiment le fait que on arrête de considérer que bosser très tard, c'est vraiment bosser, et que les gens qui bossent tard sont les gens qui bossent le plus. Parce que c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui 10 millions de façons de bosser et 10 millions de façons de s'organiser, en fait, tout en étant super présent. Donc voilà. Je pense qu'il faudrait avoir cette souplesse-là. Ce serait plus simple. Et merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.